Il racontait l'histoire en murmures, pas dans les livres, pas dans les sermons, pas dans les leçons d'histoire. Ce n'était pas destiné à ce que vous le sachiez. Et c'est précisément pourquoi vous devez l'entendre. Car dans la chaleur étouffante d'un été en Louisiane en 1847, à l'intérieur d'un manoir construit sur des os et du sang, 15 des hommes et femmes les plus puissants de l'État levèrent leurs verres à la prospérité et avalèrent la mort à la place. Le poison n'était pas seulement dans leur vin, il était dans le sol, dans les murs, dans le système même qui les avait rendus riches et intouchables. Et la main qui l'avait servi appartenait à une femme qui avait été réduite au silence toute sa vie. Une femme que les archives osaient à peine nommer Marie. Comprenez ceci, ce qui s'est passé à la plantation Bellefontaine n'était pas seulement un crime. C'était un acte de connaissance interdite incarné. Un rituel de vengeance soigneusement calculé qui exposait la pourriture cachée sous la façade brillante du pouvoir sudiste. Et quand ces 15 corps s'effondrèrent au sol, convulsés, suffocants, se cramponnant à leur gorge, ce n'était pas seulement la mort, c'était une révélation. C'était l'histoire arrachant son masque et vous montrant le crâne en dessous. Mais avant d'entendre comment le poison s'est répandu, vous devez comprendre la scène sur laquelle ce spectacle de terreur s'est joué. Bellefontaine n'était pas seulement une plantation. C'était un laboratoire de cruauté, une institution où la brutalité devenait cérémonie. L'homme au centre de tout, le colonel Étienne Duval, n'était pas satisfait de la sauvagerie ordinaire de ses pairs. Il était un innovateur en matière de domination. Il appelait cela une correction créative, une philosophie qui transformait la souffrance en divertissement. Des juges, des politiciens, des planteurs et leurs épouses parfumées se réunissaient dans un pavillon construit pour le spectacle, sirotant du vin tandis que des hommes et femmes asservis hurlaient pour demander grâce. Duval croyait que la punition n'avait aucun sens si elle n'était pas vue, si elle ne devenait pas un spectacle qui imprimait la peur non seulement sur le corps brisé, mais sur chaque père Dieu forcé de regarder. Et à travers tout cela, Marie était là dans la cuisine, remuant les casseroles, broyant les herbes, assaisonnant les rôtis. Elle était l'architecte invisible de chaque festin qui accompagnait chaque acte de cruauté orchestré. Elle pouvait entendre le fouet déchirer la chair pendant qu'elle découpait la viande. Elle pouvait entendre les enfants supplier pour leur mère pendant qu'elle pétrissait le pain, le rire de l'élite de la Louisiane, le tintement des coupes en argent, la voix de son maître louant la discipline. C'était la musique de fond de son existence quotidienne. Pendant 18 ans, elle endura cela, 18 ans à cuisiner des repas pour des hommes qui utilisaient ses enfants comme accessoires dans leur théâtre de contrôle. 18 ans de silence pendant que sa première fille était vendue. Son premier fils exécuté pour avoir volé du pain, sa deuxième fille enterrée dans la terre froide après que la pneumonie eut ravagé ses poumons. Seul un enfant restait, Antoine, 7 ans, trop jeune pour comprendre le vrai poids de ce que Duval avait prévu pour lui. Trop jeune pour savoir qu'il avait été choisi comme démonstration pour le plus grand festin que la Louisiane ait jamais vu. C'est le détail que les archives officielles ont caché. La pièce qu'ils ont effacée de la mémoire polie du Sud-Point le 15 août 1847, Antoine, le dernier enfant qui restait à Marie, devait être torturé devant les mêmes invités qui plus tard s'étoufferaient sur son pain de maïs. La souffrance du garçon aurait été le point culminant de la philosophie de Duval, la correction ultime pour l'anniversaire de son empire. Mais Marie entendit les murmures. Elle le savait avant que l'annonce ne soit faite, et en cet instant elle cessa d'être une servante. Elle devint quelque chose de bien plus dangereux. Pendant 30 jours, elle prépara non seulement la nourriture, mais le destin. Elle parcourut les champs à l'aube, cueillant des plantes que la plupart prendraient pour des mauvaises herbes, mais que sa grand-mère lui avait appris à reconnaître comme des armes. Sigu, laurier rose, phytolacca. Elle les sécha dans l'ombre, les broya en silence, et planifia son chef-d'œuvre avec la patience d'un général. Chaque ingrédient choisi pour son timing, chaque plat calibré pour son effet. Le vin pour les convulsions, le pain pour les saignements, le dessert pour le coup final. Quand les invités s'assirent pour dîner ce soir d'août, ils croyaient célébrer 25 ans de richesse, de pouvoir et de progrès. Ce qu'ils assistaient, en réalité, c'était le dévoilement d'une justice interdite, un dernier souper sculpté non pour les asservis, mais pour les maîtres eux-mêmes. Et quand les bougies brûlèrent bas, Marie avait prouvé ce que chaque empire construit sur la cruauté finit par apprendre. La peur est fragile, et le pouvoir peut être empoisonné. Pour comprendre la vengeance de Marie, vous devez d'abord comprendre le monde qu'il a créé. Car Bellefontaine n'était pas simplement une plantation. C'était un théâtre de contrôle, une scène où le pouvoir était répété et perfectionné jusqu'à devenir rituel. Le manoir blanc se dressait comme un temple de fausse civilisation, ses piliers luisant sous le soleil de la Louisiane, un monument à la richesse taillé dans le sang. Mais sous sa façade polie se cachait quelque chose de bien plus sombre, une machine conçue pour broyer les êtres humains en silence et enseigner à tous, asservis et libres, que la volonté du colonel était la loi.
Étienne Duval n'était pas un planteur ordinaire. Il était obsédé par la science de la peur. Là où d'autres utilisaient des coups de fouet aléatoires et une cruauté brute, Duval exigeait de la structure, de la cérémonie, de la performance. Ses punitions n'étaient pas secrètes, elles étaient orchestrées. Son pavillon, un amphithéâtre grotesque construit juste derrière le manoir, était conçu pour transformer la souffrance en divertissement. Des bancs en bois bordèrent les côtés, des lampes à huile pendaient en rang soigné pour illuminer chaque hurlement, chaque corps tremblant, chaque cicatrice gravée dans la chair. Là, des juges débattaient de la loi en regardant des hommes fouettés jusqu'à ce que leur peau s'ouvre. Des politiciens riaient autour de cigares tandis que des femmes étaient humiliées devant la foule. Des planteurs riches amenèrent leurs enfants pour apprendre ce que Duval appelait l'art de la discipline. Ce n'était pas un accident, c'était de l'ingénierie sociale. Duval croyait que la terreur était plus efficace quand elle était partagée, quand elle se propageait comme une contagion. Il écrivait dans ses lettres, dont quelques-unes ont survécu cachées dans un sous-sol de tribunal, que la discipline devait être vue, absorbée et mémorisée. Pour lui, la cruauté n'était pas seulement du contrôle, c'était de la pédagogie, une leçon, un programme de violence destiné à enseigner aux asservis et à l'élite leur place dans la grande hiérarchie du pouvoir. Et dans cette université tordue de la terreur, Marie était forcée de servir comme complice silencieuse. Chaque festin qu'elle cuisinait était un masque pour l'horreur. Les invités dînaient sur du canard rôti et de la soupe de tortue, pendant qu'un enfant était battu à sang à quelques mètres. Des cobblers sucrés et des vins sucrés étaient servis, tandis que des hommes étaient suspendus à des poteaux, leur corps se brisant sous le fouet. La cuisine de Marie faisait face au pavillon. Chaque plat qu'elle remuait était imprégné du son de l'agonie. Chaque épice saupoudrée sur fond de voix suppliante. Elle ne cuisinait pas seulement des repas, elle cuisinait à travers les hurlements. Pendant près de 2 décennies, elle vécut dans cette contradiction. La créatrice de nourriture, forcée de nourrir les destructeurs de vie. Pensez à la psychologie de cela. Chaque bouchée savourée par ses maîtres était une preuve de son talent. Chaque compliment sur son assaisonnement était une reconnaissance de sa valeur. Et pourtant, sa valeur était enchaînée, marquée au fer, achetée. Ils applaudissaient ses repas même alors qu'il préparait la prise de son dernier enfant. Ils louaient son pain de maïs tout en planifiant la leçon qui ferait saigner Antoine devant leurs yeux. C'est ici que la graine de la vengeance germa, car quand une femme est forcée de voir ses enfants brisés, quand son talent devient l'instrument de son tourment, la ligne entre servante et bourreau commence à s'estomper. Duval croyait avoir construit un système sans faille. Il tenait des registres comme des écritures saintes, les rendements de coton, les punitions administrées, les morts enregistrées avec la même précision froide que les poids des récoltes. Pour lui, la souffrance était un chiffre. Pour ses surveillants, la douleur était une entrée dans un livre. Samuel, 14 ans, mort de correction. Coût, $250 pour l'enterrement. C'était le langage de l'institution. Des vies converties en chiffres. Des enfants réduits à des lignes de dépenses. C'était la comptabilité du mal déguisée en gestion. Mais ce que le colonel ne pouvait mesurer, enregistrer, réduire en chiffres, c'était l'accumulation lente de la mémoire. La mémoire ne disparaît pas. Elle persiste. Elle fermente. Marie se souvenait de la nuit où sa fille avait été vendue, de l'odeur du sang de son fils sur la terre, de la vue de sa petite fille, toussant jusqu'à la mort dans les quartiers glacés. Ce n'étaient pas des chiffres, c'étaient des fantômes, et ils hantaient sa cuisine chaque jour où elle allumait le feu. Au printemps 1847, quand Duval annonça son grand festin d'anniversaire pour ses 25 ans, ces fantômes s'étaient durcis en résolution. Il prévoyait de présenter sa correction ultime, un nouveau niveau de performance qui immortaliserait sa philosophie. Et le sujet choisi était Antoine, le garçon de Marie. Mais pendant que Duval aiguisait ses couteaux de spectacle, Marie aiguisait quelque chose de plus ancien, de plus dangereux. La connaissance interdite que sa grand-mère lui avait murmurée enfant. Les secrets des racines, des feuilles et des graines. Le pouvoir caché des plantes. Des remèdes qui pouvaient guérir ou tuer. Une connaissance qui avait survécu aux chaînes parce qu'elle vivait dans la mémoire, portée par des histoires codées dans la survie. C'était la faille dans la machine de Duval. L'arrogance de croire que la cruauté était infinie, que la connaissance lui appartenait seulement à lui. Il pouvait mesurer le coton, il pouvait chorégraphier la douleur, mais il ne pouvait voir ce qui poussait dans les marges, dans le silence, dans la femme penchée sur ses casseroles. Il ne pouvait imaginer que les mêmes mains qui préparaient son festin prépareraient aussi sa fin. Et c'est pourquoi l'histoire a scellé les archives. Parce que l'histoire de ce dernier souper de Marie n'est pas seulement un acte de poison, c'est l'effondrement d'une illusion, que le contrôle est absolu, que la peur est éternelle, que les opprimés ne peuvent pas transformer la connaissance en feu. La vérité, celle qu'il ne voulait jamais que vous sachiez, est celle-ci. Chaque empire de cruauté porte en lui la recette de sa propre destruction. La première règle de la vengeance est la patience. Et la patience était la seule chose que Bellefontaine avait gravée dans les os de Marie, jusqu'à ce qu'elle soit inscrite en elle. Pendant près de 2 décennies, elle avait enduré l'humiliation,
Le silence, la perte, mais maintenant, avec la menace du sang d'Antoine sur le point de tacher le sol du pavillon, la patience se transforma en calcul. Sa cuisine devint son sanctuaire, sa forge, son champ de bataille. Chaque étagère d'herbes séchées, chaque racine dans la cave, chaque feuille poussant dans les ombres dehors. Soudain, ce n'étaient plus des ingrédients pour nourrir. C'étaient des armes attendant d'être invoquées. À l'aube, tandis que les autres travailleurs asservis remuaient encore dans leur quartier, Marie s'échappa sous le voile de la rosée. Elle ne marcha pas dans les champs de coton, où les yeux des surveillants veillaient. Elle alla dans les marais, dans les ravins cachés, où le sol était mou et les plantes poussaient en secret. C'était une terre interdite, non parce qu'elle appartenait à Duval, mais parce qu'elle appartenait à la même connaissance que sa grand-mère lui avait murmurée à l'oreille quand elle était enfant, nouvellement achetée, se rappelant encore des fragments d'histoire du vieux monde. Cette racine guérit, cette baie tue, cette feuille, une fois séchée, devient un couteau plus aiguisé que l'acier. Elle se rappelait ses leçons maintenant et cueillait avec précision. La cigudo, ses racines grasses et pâles sous la boue, contenant de la cicutoxine assez puissante pour convulser un homme adulte à mort en 1 heure. Le laurier rose trompeusement beau, ses fleurs et feuilles contenant le pouvoir d'arrêter un cœur froid. Le phytolacca, ses baies noires pendant comme des joyaux. Mais sous leur peau se cachaient des saponines qui pouvaient faire saigner un corps de l'intérieur, et des graines de ricin éparpillées le long des clôtures, portant du ricin invisible et impitoyable. Chaque plante était dangereuse, oui, mais combinée, superposée, orchestrée, elle devenait imparable. Marie ne planifiait pas un seul coup. Elle composait une symphonie de mort. Elle sécha des racines en silence, broya des feuilles en poussière dans des coins que personne n'entrait, fit bouillir des extraits sous le couvert de préparation de soupe. Elle comprenait ce que son maître ne pouvait jamais, que la vraie connaissance n'est pas écrite dans des registres ou paradée dans des lettres. Elle est portée par des murmures dans les mains de femmes qui cuisinent, nettoient et survivent inaperçues. Le risque était énorme. Un faux mouvement, une mauvaise dose, et elle s'effondrerait dans sa propre cuisine avant le festin. Le poison n'est pas seulement de la chimie, c'est de la stratégie. Trop, et le soupçon tombe immédiatement sur la cuisinière. Pas assez, et les invités survivent, pointant leurs doigts tremblants sur la femme qui les a servis. Marie savait qu'elle n'avait qu'une chance, et elle devait être parfaite. Et ainsi elle répéta, non ouvertement mais dans l'ombre. Elle saupoudra des traces d'extrait dans sa propre nourriture, testant la réaction de son corps, mesurant l'amertume, ajustant les quantités. Elle connaissait le timing des symptômes. Combien de temps avant qu'un estomac ne se retourne? Combien de temps avant que les mains ne tremblent? Combien de temps avant que la parole ne devienne pâteuse et que la peau ne sue? Elle devint à la fois scientifique et soldat, calibrant la mort avec la même précision que Duval utilisait pour peser le coton. Mais là où il mesurait le profit, elle mesurait la justice. Pendant ce temps, Bellefontaine bouillonnait de préparations pour le festin d'anniversaire, de nouveaux uniformes pour les serviteurs, de la peinture fraîche sur les murs du manoir, du vin importé de la Nouvelle-Orléans, un quatuor à cordes commandé de bâtons rouges. L'arrogance de Duval était en pleine vue. Il mettait en scène son triomphe, aveugle à l'orage qui couvait dans sa propre cuisine. Il ordonna à Marie de préparer le menu le plus grandiose qu'elle ait jamais conçu. Soupe de tortue, venaison au glaçage bourbon, canard rôti, patates douces, pain de maïs, cobblers, custard. Fruits confits, un défilé d'indulgence. Et Marie sourit, hocha la tête et baissa la sienne tout en décidant exactement quel plat porterait quel poison. Le pain de maïs, sûr familier mangé par tous, porterait le phytolacca. Le vin, toujours versé généreusement et consommé rapidement, porterait l'extrait de ciguë. Le dessert, cette indulgence finale, porterait le laurier rose. Chaque couche chronométrée pour que, tandis que les invités riaient et débattaient de politique, les premiers symptômes se glissent comme des doigts invisibles se resserrant autour de leur gorge. Au moment où ils réaliseraient que quelque chose n'allait pas, le festin serait déjà en eux, irréversible, inévitable, et à travers tout cela, Marie resta silencieuse. Elle ne se confia pas aux autres travailleurs asservis. Elle ne murmura même pas son plan à Antoine. Le silence était la survie. Le secret était son seul allié, car si un seul mot glissait dans la mauvaise oreille, son fils ne vivrait pas assez longtemps pour voir le festin commencer. Mais le silence ne signifiait pas la solitude. Il y avait quelque chose d'autre dans la cuisine avec elle, quelque chose qui avait toujours été là, le poids de la mémoire. La voix de sa grand-mère, les visages de ses enfants, les hurlements du pavillon résonnant contre les murs de pierre. C'étaient ses compagnons, c'étaient ses alliés. Et tandis qu'elle préparait chaque fiole, chaque poudre, chaque mélange mortel, elle n'était plus seulement une cuisinière. Elle était une exécutrice drapée dans l'humilité. Duval pensait que le festin démontrerait son pouvoir, sa maîtrise, sa philosophie de la peur. Mais ce qu'il avait vraiment construit était son propre cercueil, car chaque empire de contrôle porte une faille, un angle mort. Le sien était Marie, invisible, silencieuse, méprisée,
et dans cette invisibilité reposait son arme. La nuit du 15 août approchait. Les invités préparaient leurs plus beaux habits, les calèches luisantes, les partitions musicales répétées. Et au cœur de la cuisine, une femme aiguisait son silence en lame. Le festin ne serait pas une célébration, ce serait une fin. Le 15 août 1847 se leva comme n'importe quel matin d'été en Louisiane, chaude, lourd et impitoyable. À midi, l'air était une couverture humide qui collait à la peau et ralentissait la respiration, le genre de chaleur qui faisait même sembler le temps lui-même trébucher. Mais à l'intérieur de la plantation Bellefontaine, l'atmosphère n'était pas léthargique, elle était électrique. Les serviteurs se précipitaient avec de l'argent poli et des linges. Les surveillants aboyaient des ordres pour s'assurer que les calèches seraient reçues en grandeur. Et au centre de tout, le colonel Étienne Duval paradait dans son costume de lin blanc, un homme se préparant non pour un dîner, mais pour un couronnement. C'était le triomphe de son empire. 25 ans de richesse en coton, d'influence politique, de cruauté déguisée en éclaircissement, condensée en une nuit. La liste des invités brillait de noms qui régnaient sur la Louisiane comme des dieux mineurs, des juges, des sénateurs, des seigneurs de plantation, des familles qui n'avaient jamais connu la faim, qui se croyaient nés pour commander. Ils venaient non seulement pour manger, mais pour confirmer leur place dans une hiérarchie qu'ils pensaient éternelle. Et Marie les regardait arriver depuis la fenêtre étroite de sa cuisine. La première calèche claqua sur l'allée, 4 chevaux tirant le sénateur Louis Beaumont, son épouse et leurs 3 enfants adultes. Leurs vêtements chatoyaient de tissus importés, leur rire flottait dans l'air collant comme une moquerie. Derrière eux vint le juge Henri Leclerc, sa calèche marquée du sceau du tribunal de circuit de la Louisiane. Son épouse descendit gracieusement, la même femme qui avait autrefois applaudi lors d'une démonstration de fouet. Leurs enfants suivirent, des filles en robe pâle, un fils portant l'arrogance d'un garçon élevé pour hériter du pouvoir. Un par un, ils arrivèrent. Le colonel Pierre Moreau du comté de la Fourche, un homme qui se vantait d'avoir brisé plus d'hommes qu'il n'en possédait. Les frères Dubois de Saint-Martin, qui mesuraient leur prospérité non seulement en balles de coton mais en dos brisé. Et enfin, Madame Isabelle Lefebvre, la veuve planteuse qui possédait plus d'esclaves que n'importe quel homme vivant dans le comté de Vermilion. Son arrivée fut accompagnée du tintement de cloches de harnais, un son que Duval avait insisté pour le faste. La cour de Bellefontaine se transforma en théâtre d'excès. Les messieurs fumaient des cigares et parlaient des abolitionnistes du Nord comme s'ils étaient des nuisibles. Les dames sirotaient du thé glacé, s'éventant tout en se moquant des asservis qui passaient en hâte avec des plateaux, les calèches luisantes au soleil. Les chevaux hennissaient, le rire roulait sur la véranda. Pour un œil extérieur, c'était la civilisation à son apogée. Ordre, richesse, raffinement. Mais pour Marie, regardant depuis l'ombre de sa cuisine, c'était autre chose. C'était un rassemblement d'exécuteurs en habit du dimanche. Les mêmes personnes qui avaient applaudi quand son fils avait été menacé, quand ses voisins avaient été brisés, quand le pavillon s'était rempli de hurlements, et ce soir, chacun d'eux dînerait à sa table. À la mi-après-midi, Duval s'adressa à ses invités depuis le grand porche, un bourbon à la main. Il parla de l'héritage de Bellefontaine, de sa philosophie de la discipline, de la gloire de l'agriculture louisianaise. Ces mots suintèrent la confiance comme s'il croyait que l'histoire elle-même se pliait à sa volonté. Ce soir, déclara-t-il, vous verrez une démonstration de correction si absolue, si finale, que personne ne doutera de la force de notre institution. Les invités applaudirent, claquant des mains avec des bagues à leurs doigts, la sueur luisant sur leur front. Aucun d'eux ne soupçonnait que leurs applaudissements étaient déjà un hymne funèbre. À l'intérieur, Marie préparait le repas avec un calme frôlant le surnaturel. Son visage ne trahissait rien. Ses mains bougeaient avec une précision née d'années de servitude. Elle remuait la soupe de tortue épaisse aux herbes. Elle badigeonnait la venaison au glaçage bourbon. Elle pliait la pâte à pain de maïs avec un soin délibéré, y glissant la poudre qui bientôt déchirerait les intestins et tacherait les robes de lin en rouge de l'intérieur. Dans la carafe de vin rouge attendait la ciguë, son amertume masquée par la richesse des raisins, et dans le gobelet aux pêches, doré et fragrant, reposait la douceur du laurier rose. Chaque plat était plus que de la nourriture, c'était un verdict. Chaque assiette portait non seulement de la subsistance, mais une sentence. Elle ne mangea pas, elle ne goûta pas, elle ne faiblit pas. Le personnel de cuisine, inconscient, suivait ses instructions, tranchant des légumes, polissant des plats, arrangeant des fleurs. Pour eux, c'était juste un autre festin. Pour Marie, c'était le point culminant de 30 jours de silence aiguisé en justice. Du pavillon dehors, les pleurs étouffés d'Antoine atteignaient encore ses oreilles. Il avait été enfermé, préparé comme la leçon du soir. Le son aurait dû la briser, mais au lieu de cela, il la renforçait. Chaque gémissement était un rappel de ce qui était en jeu, de pourquoi l'échec n'était pas une option. À 18h30 précise, Duval convoqua les invités au pavillon pour son divertissement. Les lampes à huile furent allumées, le soleil plongea derrière les champs de coton et la scène de cruauté fut préparée.
Les invités entrèrent avec une anticipation avide, leur ventre prêt pour le festin à suivre. Aucun d'eux ne remarqua Marie glissant discrètement par la porte de la cuisine, son visage serein, ses mains stables tandis qu'elle posait les plats finaux sur des plateaux d'argent. Le piège était tendu, le festin de vengeance était prêt. Au moment où la première cuillère toucherait les lèvres, l'histoire basculerait et le pouvoir s'étoufferait sur sa propre arrogance. Les lampes du pavillon brûlaient, comme des halos de feu tandis que la foule se rassemblait, leurs ombres s'étirant sur le sol de terre. C'était le théâtre de la discipline, la cathédrale grotesque où Duval jouait ses sermons de cruauté. L'air était épais de chaleur, de sueur et de l'odeur de l'anticipation. Les hommes desserraient leur col, les femmes tamponnaient leur front avec de la dentelle, mais aucun ne partait. Ils étaient là pour le spectacle, l'humiliation rituelle qui leur rappelait pourquoi ils régnaient et pourquoi les autres obéissaient. Au centre se dressait un poteau en bois, taché de sombre par des années de punition. Les chaînes luisaient à la lumière des lampes. Le surveillant Jacques Moreau préparait son fouet, épais, tressé, huilé. Ses yeux se tournaient vers Duval pour les instructions, comme un prêtre attendant le signal pour commencer la messe, et puis, comme s'il dévoilait un prix, ils amenèrent Antoine. Il avait 7 ans, pieds nus, assez petit pour que les chaînes doivent être ajustées pour tenir ses poignets. Son visage était strié de terre et de larmes, mais ses yeux n'étaient là pas brisés. Ils étaient terrifiés, oui, mais vivants, et cette vie était la menace. Cette étincelle de défi, ce refus de se soumettre, était ce que Duval voulait éteindre devant ses invités. Il appelait cela la correction ultime. Ce que c'était vraiment, c'était un sacrifice rituel. Les invités se penchèrent en avant. Le rire s'éteignit en une attention murmurée. Duval leva la main commandant le silence. « Mesdames et messieurs » annonça-t-il, sa voix profonde de fierté. « Ce soir, vous assisterez à l'essence même de la discipline. Une démonstration qui prouvera au-delà du doute que notre institution n'est pas une simple habitude mais une science. Observez et vous verrez la correction à son plus absolu. » Des murmures d'approbation ondulèrent à travers la foule. Les juges, les sénateurs, les planteurs. Ils hochèrent la tête comme des fidèles recevant une doctrine. Certains applaudissaient même poliment comme si le tourment de cet enfant n'était qu'un autre toast. Depuis l'ombre de la porte de la cuisine, Marie se tenait figée, ses mains serrées en poing, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes jusqu'à ce qu'elle sente le sang. Elle voulait hurler, se précipiter en avant, arracher Antoine de leurs mains. Mais elle ne bougea pas, elle ne pouvait pas. Si elle faiblissait maintenant, tout était perdu. Le poison se déplaçait déjà, tissant déjà ses doigts invisibles à travers les veines et les estomacs. Les premiers symptômes arriveraient bientôt. Tout ce qu'elle avait à faire était d'attendre. Tout ce qu'elle avait à faire était d'endurer l'insupportable encore quelques instants. Moreau fit claquer le fouet contre la terre, le son fendant la nuit comme un tonnerre. Antoine sursauta. Les invités haletèrent de plaisir, certains riant, d'autres hochant la tête comme s'ils assistaient à une conférence. Les lèvres de Duval se courbèrent en un sourire satisfait. « Commencez » ordonna-t-il. Mais alors quelque chose de subtil changea. Pas dans le rituel du pavillon, mais dans les corps des invités eux-mêmes. Le sénateur Beaumont toussa d'abord doucement puis violemment, du vin giclant de ses lèvres. Son épouse tendit la main pour le stabiliser, mais sa propre main tremblait de manière incontrôlable, faisant tomber son éventail au sol. Un des garçons Leclerc murmura à sa sœur que son estomac lui faisait mal, se cramponnant avec une panique soudaine. Le juge Leclerc fronça les sourcils, tamponnant la sueur perlant sur son front bien que la brise du soir ait refroidi l'air. Les premières vagues de poison avaient commencé, silencieuses, presque imperceptibles, mais Marie le vit. Elle reconnaissait les signes. La ciguë dans le vin faisait son œuvre, contractant les muscles, brûlant les nerfs, démêlant l'illusion de contrôle gorgée par gorgée. Duval ne remarqua rien. Il était trop concentré sur son spectacle, trop ivre de sa propre doctrine. « Mesdames et messieurs » tonna-t-il, gesticulant vers Antoine attaché au poteau. Contempler l'avenir sécurisé par la discipline. Mais la discipline l'avait déjà trahi. Dans le silence entre les claquements de fouet, le son de respiration laborieuse commença à se répandre à travers le pavillon. Des gémissements masqués en tout, des agitations déguisées en changement de position, les débuts de nausées se recroquevillant dans les estomacs. Le poison se déplaçait plus vite que les ragots, rampant sous les robes de soie et les manteaux de lin, saisissant les organes avant que les esprits ne puissent rattraper. Antoine leva les yeux à travers la lumière des lampes, ses yeux se verrouillant sur la silhouette ombragée de sa mère dans la porte. Il ne connaissait pas son plan. Il ne pouvait pas, mais dans ce regard, quelque chose passa entre eux, une promesse non dite. Ce soir ne se terminerait pas comme Duval l'avait prévu. L'histoire serait écrite dans le sang, mais pas le sien. Marie tint son silence comme une lame. Elle avait choisi ce moment. Cette intersection de cruauté et d'arrogance pour frapper, et tandis que le fouet se levait une fois de plus, une seconde vague de poison frappa la foule comme une tempête invisible. Un des frères Dubois se pencha en avant, vomissant sur la terre. Son compagnon recula en chancelant,
se cramponnant à sa poitrine. Madame Lefebvre lâcha son éventail, les yeux écarquillés alors que ses lèvres viraient au bleu. Les murmures se transformèrent en confusion, la confusion en alarme. Les invités se tournèrent les uns vers les autres, avec des murmures paniqués. Que se passe-t-il? Est-ce la chaleur? Est-ce le vin? Le festin n'avait même pas encore été servi. Mais le premier acte de la vengeance de Marie se déroulait déjà. Les maîtres, les juges, les planteurs, ceux qui se croyaient intouchables, tombaient déjà sous sa main invisible. Et pour la première fois dans l'histoire de Bellefontaine, le pavillon résonnait non des hurlements orchestrés des esclaves, mais de la souffrance imprévue des maîtres. Marie exhala, le piège s'était refermé, et la nuit ne faisait que commencer. Le pavillon se vida dans le chaos. Ce qui était censé être la performance couronnante de Duval s'était dissous en murmures inquiets, mains tremblantes et visages pâles. Les serviteurs se précipitèrent pour escorter les invités à l'intérieur, murmurant que c'était peut-être la chaleur, peut-être trop de brandy, peut-être rien du tout. Ils évitaient de dire la seule vérité qu'aucun d'eux n'osait considérer, qu'ils étaient déjà défaits de l'intérieur. La salle à manger était illuminée comme un palais, des lustres flamboyants avec des dizaines de bougies, l'argent poli luisant de chaque surface. De longues tables gémissaient sous le poids de l'œuvre de Marie, des bols fumant de soupe de tortue, des plateaux de venaison luisant au glaçage bourbon, du canard rôti, du poisson chafri, des patates douces, des haricots au beurre, du pain de maïs empilé en briques dorées. Pour un observateur extérieur, cela aurait semblé un triomphe de l'hospitalité sudiste. Pour ceux assis, c'était un dernier sacrement. Duval leva son verre, sa voix commandant, bien que sa main tremblât presque imperceptiblement. « Ne laissons pas les petites perturbations de ce soir ombrager notre célébration », déclara-t-il, forçant le rire de ses invités. « Ce soir, nous honorons 25 ans d'ordre, de prospérité et d'éclaircissement. Ce soir, Bellefontaine prouve pourquoi notre monde endure. » Les invités levèrent leur coupe, certains à contre-cœur, d'autres avec des sourires forcés. Déjà certains se cramponnaient à leurs estomacs sous la table, d'autres tamponnaient la sueur de leur front. Mais le rituel de la richesse exigeait qu'ils joignent leur rôle. Et ainsi ils burent à nouveau, avalant plus de ciguës qu'ils blâmaient sur rien d'autre que la force du vin. Marie glissait parmi eux comme un fantôme, son visage calme, ses mains stables. Elle posa des bols de soupe devant des juges, plaça du pain de maïs près de sénateurs, posa de la venaison devant des planteurs. Personne ne la regarda deux fois, personne ne suspecta. Elle était invisible comme elle l'avait toujours été, mais maintenant l'invisibilité était du pouvoir. Chaque plat qu'elle posait était un autre clou dans le cercueil d'un empire. Le premier plat fut pris avidement. Les invités lapèrent la soupe de tortue, savourant sa richesse, ses épices superposées. Aucun ne remarqua l'amertume légère masquée dedans. Le pain de maïs fut dévoré, son confort familier cachant la poudre de phytolacca broyée si finement qu'elle ne laissait aucune trace. La venaison trempée dans le glaçage bourbon portait la terreur de la ciguë d'eau sous la douceur de la liqueur. Bouchée après bouchée, gorgée après gorgée, le poison se répandit, puis les symptômes commencèrent à monter. Le fils aîné du juge Leclerc lâcha sa cuillère, se cramponnant à son estomac avec un gémissement qui fit taire la moitié de la table. Madame Beaumont toussa violemment dans sa serviette, laissant des taches cramoisies qu'elle essaya de cacher. Un des frères Dubois se leva en chancelant, marmonnant que la pièce tournait avant de s'effondrer dans sa chaise. Le visage cendreux, les yeux roulants, la panique ondula comme du feu sur le lin. Les invités murmurèrent, puis crièrent. Les épouses éventèrent les maris. Les maris exigèrent de l'eau. Certains accusaient la chaleur, d'autres le vin. Quelques-uns même les cuisiniers. Mais Duval, aveugle d'arrogance, frappa son poing sur la table. « Assez, ce n'est rien d'autre que de l'indulgence et des nerfs. Asseyez-vous, reprenez-vous. » Ces mots résonnèrent. Mais son propre visage le trahissait pâle, luisant de sueur, la mâchoire serrée contre la nausée rampant en lui. Marie se déplaçait silencieusement, collectant les bols vides, remplaçant les coupes, son expression indéchiffrable. Mais à l'intérieur, elle sentait une tempête. Pas encore le triomphe. C'était trop tôt pour le triomphe. Elle savait que certains survivraient plus longtemps que d'autres, que le soupçon pouvait encore se tourner vers elle, que le sort d'Antoine était encore en suspens. Mais en regardant leur visage, des hommes puissants réduits à se cramponner à leur ventre, des femmes haletant pour respirer, les autrefois puissants tremblant comme des enfants, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Le contrôle. Pour une fois, elle tenait les ficelles. Le deuxième plat arriva. Canard, rôti, venaison, patates douces, haricots. Les invités mangèrent moins avidement maintenant, le soupçon rôdant au coin de leurs esprits. Pourtant ils mangèrent. La faim, le rituel, l'arrogance. Ils ne pouvaient imaginer refuser ce qui était posé devant eux. Refuser serait admettre la faiblesse, suggérer qu'ils doutaient de l'ordre de leur monde. Et ainsi ils mangèrent,
scellant leur sort avec chaque bouchée réticente. Les symptômes s'intensifièrent. Une des filles de Leclerc hurla alors que son père s'affaissait en avant dans sa soupe, le visage submergé, les bras tressaillants. Le frère Dubois, qui s'était effondré plus tôt, convulsa violemment, renversant assiettes et couverts au sol. Madame Lefebvre se cramponna à sa poitrine, haletant comme si une main invisible serrait son cœur. La salle à manger se dissolut en chaos, chaises renversées, argent cliquetant, coupes se brisant contre le sol. Les invités se levèrent en chancelant, les yeux écarquillés de terreur, appelant à l'aide, au médecin, à Dieu. Leur voix, autrefois si confiante, se brisait maintenant en cris et gémissements. Et à travers tout cela, Duval restait à la tête de la table, son orgueil luttant contre son corps. Il essaya de se lever pour commander l'ordre, mais ses jambes le trahirent. Ses genoux fléchirent, sa main agrippa le bord de la table tandis que sa voix se brisait en une toux étranglée. Du sang tacha ses lèvres. Son empire s'effondrait devant lui, et il ne pouvait l'arrêter. Marie regardait, silencieuse, stable. Son cœur battait, mais son visage restait de pierre. Elle était la servante, l'ombre, l'invisible. Mais ce soir, elle était aussi juge, jury et exécutrice. Et tandis que la salle se remplissait de hurlements et que les puissants tombaient au sol, elle savait que le dernier souper de Bellefontaine avait commencé. La salle à manger ne ressemblait plus à un festin, elle ressemblait à un champ de bataille. La longue table en acajou, polie pour le prestige, était renversée par des corps convulsés. Les nappes en lin autrefois amidonnées et repassées, maintenant trempées de vin, de sueur et de vomi. Des coupes en argent roulaient sur le sol comme des couronnes tombées. Les lustres scintillaient, jetant des ombres qui dansaient comme des spectres sur une pièce de mourant. Un par un, les invités perdirent leurs masques. Le sénateur Beaumont, qui avait autrefois tonné au Sénat sur l'esclavage comme ordonné par Dieu, était maintenant à genoux, griffant sa gorge, son visage violet de suffocation. Son épouse, qui avait autrefois raillé les cris d'un enfant fouetté, hurlait maintenant pour ses propres enfants alors qu'ils s'effondraient à côté d'elle, de l'écume striant leurs lèvres. Les filles du juge Leclerc hurlaient jusqu'à ce que leur voix se brise, leurs robes de soie maculées de la saleté du dernier souffle de leur père. Les frères Dubois, titans du coton, s'agrippaient l'un à l'autre dans la confusion, crachant des accusations à travers du vomi sanglant. « Toi qui as fait ça, non toi !» Jusqu'à ce que les deux tombent en tressautant, leurs membres frappant le sol en rythme grotesque. Madame Lefebvre, la veuve la plus riche du comté de Vermilion, chancela vers la porte, des perles s'éparpillant de son collier brisé, seulement pour s'effondrer contre le mur, ses ongles traçant des sillons désespérés dans le bois, avant qu'elle ne glisse sans vie au sol. L'air était épais de hurlements, de l'odeur de bile, du goût métallique du sang. Pourtant, au milieu du chaos, une voix essayait encore de commander l'ordre. Le colonel Étienne Duval. Il se força à se lever à la tête de la table, agrippant la chaise sculptée comme un mât contre la tempête. Son visage était trempé de sueur, sa respiration hachée, mais son orgueil, son illusion de contrôle, refusait de mourir aussi vite que son corps. « Silence !» rugit-il, bien que sa voix se brisât. « Reprenez-vous. Ce n'est rien d'autre que... » Ses mots faiblirent en une, tout étouffante, du sang éclaboussant le lin. Pourtant, il essaya à nouveau. « Vous ne déshonorerez pas ma maison. » Mais son empire s'effondrait déjà autour de lui. Son surveillant Moreau se précipita à ses côtés, les yeux écarquillés de terreur. « C'est du poison, colonel. Ils ont été empoisonnés. » Ces mots déchirèrent la salle, allumant l'hystérie. Tous les yeux se tournèrent, certains vers les assiettes, d'autres vers le vin, et puis inévitablement vers la porte de la cuisine. Les accusations éclatèrent, crachées à travers des lèvres écumantes. La cuisinière, la femme esclave, c'est elle qui a fait ça. Marie se tenait dans cette porte, calme, immobile, son tablier blanc taché du service, son visage inexpressif. Elle ne parla pas, elle ne courut pas. Elle se tenait simplement tandis que les hommes et femmes les plus puissants de la Louisiane se tordaient devant elle. Pendant près de 2 décennies, ils ne l'avaient pas vue. Elle avait été invisible, une ombre se déplaçant entre cuisine et table. Maintenant, ils la voyaient, et en cet instant, leur peur doubla, car rien ne terrifie plus le maître que la servante qui ne s'incline plus. Duval, haletant, pointa un doigt tremblant vers elle. Ses lèvres essayèrent de former des mots, accusation, condamnation, mais sa gorge se serra, sa mâchoire se crispa, et il tomba à genoux. Le grand colonel de Bellefontaine, l'homme qui avait transformé la torture en divertissement, s'effondra dans le festin même qu'il avait exigé. La panique explosa. Les invités qui pouvaient encore bouger chancelèrent vers les portes, trébuchant sur des corps, se griffant les uns les autres. Certains essayèrent de vomir le poison, enfonçant des doigts dans leur gorge, jusqu'à ce que le sang suive la bile. D'autres suppliaient les serviteurs pour de l'aide, les mêmes serviteurs qu'ils avaient battus, fouettés, vendus. Mais les serviteurs restaient figés, certains en choc, d'autres avec une lueur silencieuse de quelque chose longtemps enterré. Satisfaction.
le quatuor à cordes engagé de bâtons rouges lâcha ses instruments, se précipitant vers les sorties dans la terreur. Dehors, les chevaux hennissaient follement, les calèches rocking tandis que les conducteurs s'affolaient, sentant la folie à l'intérieur de la maison. Le son de verre brisé, d'argent s'écrasant et de cris désespérés remplissait la plantation, et à travers tout cela, Marie ne bougeait pas. Elle regardait, stable, inébranlable, tandis que ses poisons les réclamaient un par un. Elle n'avait pas besoin de mots. Le silence de sa présence était plus fort que n'importe quelle accusation. Elle n'était plus leur cuisinière. Elle était leur juge. À la fin de cette heure, la salle de Bellefontaine ressemblait à un mausolée. 15 des plus puissants de la Louisiane gisaient tordus dans la mort, lèvres bleues, yeux vitreux, corps étalés sur de fins tapis persans. L'empire qui s'était dressé sur leurs épaules avait craqué en un instant. Défait non par la guerre, ni la rébellion, ni la politique, mais par une femme qu'ils possédaient, une femme qu'ils pensaient impuissante, qui avait transformé un festin en leur exécution. Le dernier souper de Bellefontaine était complet, et l'histoire, terrifiée de ce qu'il révélait, essaierait de l'enterrer pour des générations. Les hurlements ne s'arrêtèrent pas tous d'un coup. Ils s'estompèrent, trébuchèrent, jusqu'à ce que seuls des gémissements et des halètements étouffés restent. Puis même ceux-là tombèrent silencieux, laissant la grande salle de Bellefontaine dans un silence plus terrifiant que le bruit. Les lustres brûlaient encore, leur lumière luisant sur des couteaux d'argent et des coupes renversées, mais les corps en dessous gisaient immobiles, emmêlés dans des positions grotesques de mort. L'air était lourd de maladie, du piquant acide du vomi, de la douceur du vin renversé, du cuivre du sang. Ce n'était plus un festin, c'était un tombeau. Les asservis se tenaient figés au bord de la pièce. Ils avaient été ordonnés de servir, de verser, de polir. Mais maintenant, leurs mains tremblaient à leur côté. Ils n'osaient pas bouger, n'osaient pas respirer trop fort. Car bien que les maîtres fussent morts, l'institution ne l'était pas. Les surveillants restaient armés. Les yeux se tournaient vers Marie. Le soupçon se mêlait à quelque chose d'autre. La peur. Pour la première fois, il la regardait non comme une propriété, non comme une ombre, mais comme une force. Marie ne parla pas. Elle n'expliqua pas, elle ne pleura pas. Elle se tenait dans son tablier, ses mains pliées devant elle, son expression calme, comme si elle avait simplement complété le service du soir. Pourtant, en elle, son cœur tonnait. Pas de regret, pas de triomphe, de finalité, car elle savait qu'elle avait franchi un seuil sans retour. Le corps du colonel Étienne Duval gisait étalé à la tête de la table, son costume autrefois immaculé trempé de sang et de bile. Son surveillant, Jacques Moreau, s'agenouilla à côté de lui, secouant les épaules molles, criant son nom comme si l'orgueil seul pouvait le rappeler de la tombe. Mais le colonel ne se leva pas. Le maître de Bellefontaine, l'innovateur autoproclamé de la discipline, n'était plus rien qu'un autre cadavre dans le festin qu'il avait exigé. « Poison », murmura enfin Moreau, sa voix tremblante à la fois de rage et d'incrédulité. Ses yeux balayèrent la pièce, les plats, les coupes, les corps, et atterrirent sur Marie. C'était elle, siffla-t-il. C'était la cuisinière. Les serviteurs sursautèrent. Certains baissèrent les yeux, d'autres regardèrent Marie avec quelque chose comme de l'admiration. Pendant des années, elle avait été invisible. Ce soir, elle était l'orage qui avait abattu des piliers. Moreau se leva, pointant un doigt tremblant vers elle. « Saisissez-la » aboya-t-il aux surveillants survivants. « C'est elle. Elle les a tous tués, mais aucun ne bougea immédiatement. Les hommes avec des fouets et des pistolets hésitèrent. Peut-être était-ce la peur d'elle, de ce qu'elle pourrait avoir préparé d'autres. Peut-être était-ce quelque chose de plus profond, la reconnaissance non dite qu'ils venaient d'assister au démasquage de l'illusion du pouvoir. Les maîtres qu'ils servaient gisaient morts à leurs pieds, défaits non par des armées, ni des tribunaux, mais par une seule femme asservie qui connaissait leurs faiblesses, mieux qu'ils ne se connaissaient eux-mêmes. Le silence s'étira. Dans ce silence, la silhouette de Marie grandit plus grande que nature. Elle n'était plus seulement une cuisinière, elle était la vengeance incarnée. Enfin, Moreau, tremblant de fureur, saisit un pistolet à sa ceinture et le pointa sur sa poitrine. Les asservis haletèrent, certains couvrant leur bouche, d'autres retenant leur souffle. Marie ne scia pas, ses yeux verrouillés sur ceux de Moreau, inébranlables, stables, comme si elle le défiait de presser la détente. Pour la première fois de sa vie, Moreau sentit son autorité trembler. Il ne tira pas encore. Au lieu de cela, il cracha au sol et cria pour des chaînes. Les surveillants survivants bougèrent à contre-cœur, saisissant des chaînes du mur. Marie ne résista pas tandis qu'il liait ses poignets. Elle ne lutta pas tandis qu'il la traînait vers les quartiers de détention. Elle marcha calmement, le menton haut, son silence plus fort que des hurlements. Les corps de l'élite de la Louisiane gisaient encore en train de refroidir sur le sol. 15 des plus puissants, effacés en une seule soirée, mais le pouvoir ne s'avoue jamais vaincu.
À l'aube, la machinerie du camouflage commencerait. La première décision fut le silence. Aucune nouvelle de l'empoisonnement ne pouvait se répandre au-delà du comté de Vermilion. Pas si la Louisiane espérait garder son ordre fragile intact. C'étaient des hommes de politique, des juges de tribunaux, des propriétaires de centaines de vies humaines. Admettre la vérité serait admettre la vulnérabilité, révéler que la fondation même de leur monde pouvait être défaite par une seule cuisinière asservie avec une connaissance qu'ils ne pouvaient ni comprendre ni contrôler. Et ainsi, en quelques heures, le mot se répandit non de poison mais de maladie, une fièvre soudaine, une affliction de chaleur, une peste que personne ne pouvait expliquer. La seconde décision fut l'effacement. Le nom de Marie fut rayé des registres, son existence réduite à des murmures, les dossiers judiciaires scellés, les témoignages cachés, les papiers verrouillés dans un sous-sol. Pendant près d'un siècle, son histoire resterait enterrée, parlée seulement dans les ombres, si elle l'était. Mais cette nuit-là, avant l'effacement, avant le silence, avant que le masque de l'histoire ne soit réappliqué, il y avait la vérité. Une vérité qui persistait dans les yeux de chaque travailleur asservi qui avait vu les puissants tomber. Une vérité qui tremblait dans les mains de chaque surveillant trop effrayé pour presser la détente. Une vérité qui ne peut être scellée par l'encre ou la loi. Que le pouvoir n'est pas invincible. Que la peur peut être empoisonnée. Que le silence d'une femme aiguisée en action peut faire s'effondrer un empire en une heure. Et tandis que Marie était traînée en chaîne, elle savait quelque chose qu'ils ignoraient. Le festin n'avait fait que commencer. La cellule n'était rien de plus qu'un hangar de stockage au sol de terre, son air lourd de moisissure et de l'odeur métallique des chaînes de fer. Ils avaient attaché Marie à un poteau, poignets enchaînés haut au-dessus de sa tête, chevilles menottées si serrées que sa peau gonflait contre le métal. Les surveillants entrèrent un par un, leurs visages pâles des horreurs de la nuit, pourtant tordus de rage. Moreau les mena, pistolet encore serré dans sa main tremblante, bien qu'il n'ait pas osé tirer, sa voix craquelée par le désespoir d'un homme essayant de reconstruire un monde déjà tombé. « Avoue » hurla-t-il de la salive volant de ses lèvres. « Dis-nous ce que tu as utilisé. Dis-nous qui t'a aidé. » Marie ne répondit pas. Elle se tenait dans ses chaînes, le dos droit, les yeux stables, son silence coupant plus profondément que n'importe quel hurlement. Pendant des années, elle avait été forcée de parler seulement quand on lui adressait la parole, de répondre à chaque commande, de s'humilier avec « oui, maître ». Mais maintenant, quand le poids de 15 cadavres persistait encore dans la salle à manger, son refus de parler était une défi gravée dans la pierre. Les surveillants tournaient autour comme des loups. Un frappa le bout de son fouet contre ses côtes. Un autre tira sa tête en arrière par les cheveux. Pourtant, elle ne parla pas. La rage de Moreau grandit. Si tu penses que le silence te sauvera, tu es folle. Nous fouillerons cette plantation. Nous démantèlerons la cuisine pierre par pierre. Nous trouverons tes poisons. Et quand nous le ferons, nous ferons de toi un exemple si sévère que le reste de ton espèce n'osera jamais respirer contre nous à nouveau. Mais même en parlant, un tremblement de doute scintilla dans ses yeux. Il l'avait vue se tenir inébranlable dans la salle, tandis que des hommes de richesse et de pouvoir se tordaient à ses pieds. Il avait vu des surveillants hésiter quand ordonnés de la saisir. Il avait vu la peur se répandre, non parmi les asservis mais parmi les maîtres. L'équilibre avait changé, et bien que des chaînes tintent à ses poignets, Marie se tenait plus libre en cet instant que n'importe lequel d'eux. Au matin, des officiels locaux arrivèrent, des shérifs, des juges mineurs, des hommes convoqués pour contenir le désastre. Ils marchèrent dans les couloirs de Bellefontaine en silence, leurs bottes traînant du sang sur des tapis perçants, leurs yeux balayant des corps qu'ils ne pouvaient ni expliquer, ni reconnaître publiquement. 15 piliers de la Louisiane étaient partis. Admettre la vérité serait admettre la vulnérabilité, révéler que la fondation même de leur monde pouvait être défaite par une seule femme asservie avec une connaissance qu'ils ne pouvaient ni comprendre ni contrôler. Et ainsi le camouflage s'approfondit. Les officiels se blottirent dans le bureau de Duval, voix basse mais urgente. Coup de chaleur, murmura l'un. Viande avariée, dit un autre. Une fièvre, oui, une fièvre venue de la côte. Ils argumentaient non sur ce qui s'était passé, ils le savaient, mais sur quel mensonge enterrerait le plus efficacement la vérité. Pourtant, même en complotant, ils ne pouvaient effacer ce qui avait été vu. Les serviteurs survivants murmuraient sur le calme de Marie, sur son regard inébranlable, sur comment elle avait tenu bon tandis que le pouvoir s'effondrait. Les surveillants murmuraient aussi, bien que leur ton ne fût pas de l'admiration mais de la peur. Les murmures se répandent plus vite que les ordres, glissant à travers les quartiers, les champs, les plantations voisines. Une histoire était née, une qui ne pouvait être contenue, la cuisinière qui avait transformé le souper en jugement. Cette nuit-là, ils traînèrent Marie de retour dans la salle à manger, les corps partis mais l'odeur persistante dans l'air. Les officiels l'assirent devant eux, enchaînés et ensanglantés, exigeant une confession. « Dis-nous ce que tu as fait », grogna le shérif. « Nomme tes conspirateurs. Donne-nous la vérité, et nous pourrions encore t'épargner le feu. » Marie leva les yeux pour rencontrer les leurs.
ses lèvres s'entr'ouvrirent, et pour la première fois depuis son arrestation, elle parla. Vérité? Sa voix était basse, stable, portant non de la supplication mais de la certitude. Vous voulez la vérité? La vérité est dans le sol que vous foulez, dans le sang que vous versez, dans les hurlements que vous buvez avec votre vin. La vérité est que le pouvoir pourrit. Et je ne vous ai nourri que de ce que vous avez planté. Les officiels reculèrent comme frappés, non à cause des mots eux-mêmes, mais à cause de l'autorité avec laquelle elle les prononça. En cet instant, enchaînée, elle sonnait moins comme une prisonnière et plus comme une prophétesse. Ils la firent taire rapidement, ordonnant aux surveillants de la frapper, de la traîner de retour à sa cellule. Mais les mots restèrent, résonnant dans la salle longtemps après qu'elle fût partie. Ils pouvaient enchaîner son corps, ils pouvaient enterrer son histoire, mais ils ne pouvaient enchaîner la connaissance que pour une nuit. Les maîtres avaient été esclaves de leurs appétits, de leur arrogance, d'une femme qu'ils croyaient invisible. Le système lutterait pour reclaimer sa dominance. Il le faisait toujours. Des procès, des camouflages, des menaces de feu et de potence. C'étaient les outils d'un empire effrayé de ses propres fissures. Mais la fissure s'était déjà ouverte, et le nom de Marie, qu'il soit parlé à voix haute ou murmuré en secret, était déjà devenu quelque chose de plus dangereux que les hommes qui avaient essayé de l'effacer, un symbole. Ils ne donnèrent pas à Marie un procès pour trouver la vérité. Ils lui donnèrent un procès pour l'enterrer. Au moment où les procédures commencèrent au tribunal du comté de Vermilion, l'histoire de couverture avait déjà été murmurée aux oreilles du public. Une épidémie de fièvre estivale, une affliction tragique mais naturelle, avait emporté 15 des citoyens les plus respectés de l'État. Les journaux, sous la main prudente d'éditeurs liés à la classe des planteurs, imprimèrent des notices vagues de maladies et de pertes malheureuses. Pas une seule ligne ne mentionnait le poison, pas un seul mot ne nommait Marie. Et pourtant, dans le comté, dans les quartiers, dans les cabanes d'esclaves s'étendant à travers la Louisiane, les murmures se répandirent. Tout le monde savait. Ils avaient entendu parler de son arrestation. Ils avaient vu les surveillants la traîner en chaîne. Ils avaient vu des officiels arriver au milieu de la nuit, emportant des corps avec leurs visages enveloppés pour cacher la vérité. Ils savaient que Marie avait fait ce qu'aucun homme n'osait rêver, et ainsi le procès n'était pas pour la justice. C'était pour le confinement. La salle d'audience était bondée de visages blancs, agités, suant dans la chaleur, leurs yeux passant entre la femme enchaînée à l'avant et les officiels qui décidèrent de son sort. Marie se tenait silencieuse, le dos droit, le menton levé. Elle ne les regardait pas comme une servante regarderait un maître. Elle les regardait comme des égaux, ou pire, comme si elle voyait à travers eux. Ce regard les déstabilisait plus que les charges ne le pouvaient. Le procureur se leva, sa voix tonnant. Il ne l'accusa pas d'avoir empoisonné 15 de l'élite de la Louisiane. Cela aurait été de parler la vérité interdite à voix haute. Au lieu de cela, il tissa un conte vague qu'elle avait conspiré dans des actes de rébellion, qu'elle avait répandu l'agitation, que son influence dangereuse menaçait le tissu délicat de la société. Remarquez le langage, pas des spécificités mais des ombres, pas des faits mais des peurs. Ils avaient besoin qu'elle soit coupable, mais ils ne pouvaient nommer son vrai crime. Le faire serait admettre qu'une seule femme asservie avait défait les puissants. Sa défense n'était pas une défense du tout. Un avocat nommé par le tribunal, pâle de peur, marmonna quelque chose sur le manque de preuves, sur l'absence de témoins, mais les preuves étaient irrelevantes. Les témoins étaient irrelevants. Le verdict avait été écrit avant qu'elle n'entre dans la pièce. Quand le juge, un homme qui avait lui-même festoyé dans le pavillon de Duval des mois auparavant, parla, ses mots étaient mesurés, mais ses yeux trahissaient sa peur. Ce tribunal trouve Marie coupable de conspiration et d'insubordination. La punition est la mort. La foule murmura, approbation, soulagement, même l'ordre était restauré. Le mensonge était maintenu. Mais alors Marie fit ce que personne n'attendait. Elle parla, elle ne supplia pas, elle ne mendia pas. Sa voix était stable, claire, et elle coupa l'air lourd comme une lame. « Vous appelez cela l'ordre » dit-elle, ses yeux balayant la pièce. « Mais j'ai vu votre ordre, j'en ai senti le sang, j'en ai entendu les hurlements, j'en ai enterré les enfants. Vous me déclarez coupable, mais ce n'était pas ma main qui a construit les fouets. Ce n'était pas ma bouche qui riait de la souffrance. Vous me craignez non parce que j'ai empoisonné votre festin. Vous me craignez parce que je vous ai montré que votre pouvoir saigne, qu'il peut mourir, qu'il l'a déjà fait. » Des halètements ondulèrent à travers la foule. Le marteau du juge frappa, ordonnant le silence, son visage tordu de fureur, mais les mots avaient déjà pénétré. Ils résonnaient dans les esprits de chaque personne présente, esclave, surveillant, planteur pareillement. Car en cet instant, enchaînée et condamnée, Marie était plus libre que n'importe lequel d'eux. La sentence fut exécutée rapidement, ou du moins, les archives le prétendent. Pendaison, enterrement dans une terre non marquée, mais la vérité de sa fin reste voilée de secrets. Certains murmuraient qu'elle fut exécutée avant l'aube, son corps brûlé pour effacer toute trace. D'autres prétendaient que des mains sympathiques l'avaient aidée à disparaître dans la nuit. Son histoire portait comme des braises dans les cabanes des asservis. Ce qui est certain
c'est ceci. L'histoire officielle scella son nom, fit taire son histoire, et enterra la vérité dans des fichiers verrouillés et un sous-sol de tribunal. Mais on ne peut tuer un symbole. On ne peut enterrer ce qui a déjà été murmuré dans la mémoire. Le mensonge dans les journaux ne pouvait faire taire l'histoire racontée dans les quartiers, dans les champs, autour de feux cachés, qu'une femme avait transformé le souper en jugement. Qu'une femme avait montré aux maîtres de la Louisiane que leur monde était mortel. Et bien que le tribunal déclarât la victoire, elle était creuse, les fissures avaient été révélées, l'illusion avait été brisée. Ils ne pouvaient plus jamais croire, pas pleinement, que le pouvoir était invincible. Et cette peur, cette connaissance était plus dangereuse que n'importe quel poison que Marie ait jamais mélangé. Le tribunal la déclara partie, les journaux la déclarèrent oubliée, mais Marie ne disparut pas vraiment. Elle glissa dans cet endroit où les vérités dangereuses vont toujours. Pas dans les archives, mais dans la mémoire, dans les murmures, dans les champs, dans les coins secrets où les opprimés gardent leurs écritures interdites. Parmi les cabanes des asservis, son nom n'était pas parlé fort. Il était porté avec soin, passé comme du feu, tenu en main. Les mères racontèrent l'histoire à leurs enfants en fragments d'une cuisinière qui avait nourri du poison au maître, d'une femme qui avait transformé le souper en justice. Elle la racontait non comme une vantardise, non comme un fantasme, mais comme une preuve. Preuve que même les puissants pouvaient saigner. Preuve que la peur pouvait être retournée contre ceux qui la maniaient. Elle la racontait doucement parce que parler trop fort était inviter le fouet. Les surveillants écoutaient. Les rumeurs de rébellion remuaient toujours la terreur chez les hommes qui régnaient par elle. Mais les murmures persistaient, tissant à travers les plantations comme des racines sous le sol, invisibles pourtant incassables. L'histoire de Marie devint plus que de l'histoire. Elle devint un avertissement. Elle devint de l'espoir. Et en se répandant, elle changea. Certains disaient qu'elle avait été pendue à l'aube, son corps laissé pendant comme un avertissement, mais la corde cassa, et elle s'en alla dans les bois, jamais retrouvée. D'autres juraient qu'elle avait été sauvée par des abolitionnistes et emportée au nord, sous le couvert de la nuit. D'autres encore prétendaient qu'elle n'était pas morte du tout, qu'elle était encore en Louisiane, regardant, attendant, son esprit entend chaque festin où les maîtres levèrent leurs verres. Chaque version était différente, mais chacune portait la même vérité qu'elle avait montré les fissures dans le système, et cela suffisait. Pendant ce temps, l'histoire officielle durcit comme du plâtre. Les registres de Bellefontaine furent nettoyés. Le greffier du comté verrouilla des fichiers dans un sous-sol et les scella. Les prédicateurs parlèrent de la colère de Dieu, frappant les planteurs, ne nommant jamais la main qui l'avait délivré. Et dans les livres d'histoire de la Louisiane, il n'y avait aucune mention de Marie, aucune mention de poison, aucune mention d'un souper qui avait défait 15 piliers de l'État en une nuit. Mais le silence dans les archives n'est pas le silence dans l'âme. Ceux qui étaient là, ceux qui servaient cette nuit-là, ceux qui regardaient les maîtres tomber dans leur propre vomi, portèrent la mémoire jusqu'à leur dernier souffle. Même les surveillants, ivres de loyauté, ne pouvaient effacer ce que leurs yeux avaient vu. La peur persistait. Pendant des années après, les invités au festin en Louisiane mangeaient plus prudemment, buvaient plus méfiants. Certains insistaient pour embaucher des cuisiniers blancs, d'autres exigeaient des goûteurs. Ils le masquaient en pragmatisme. Mais dessous reposait la vérité. Les maîtres n'étaient jamais aussi invincibles qu'ils le prétendaient, et les murmures se répandirent encore, voyageant le long des mêmes routes que le coton et le sucre, au nord sur des langues abolitionnistes, au sud dans les Caraïbes, à l'ouest avec des esclaves fugitifs portant seulement leurs histoires comme armes. Marie devint moins une femme qu'un mythe. Certains l'appelaient une prophétesse, d'autres une vengeuse. Pour les asservis, elle était la preuve que le pouvoir pouvait être empoisonné. Pour les maîtres, elle était un cauchemar qu'ils n'osaient nommer. C'est pourquoi l'histoire l'a scellée. Parce que si les hommes savaient la vérité qu'une femme asservie avait défait l'élite d'un empire en une seule nuit, alors la peur changerait. Non la peur des maîtres, mais la peur de ceux qui reposent, tranquilles dans les cuisines, dans les champs, dans les ombres qu'ils croyaient inoffensives. Et voici la partie que vous n'étiez jamais censé entendre. Les fichiers du comté de Vermilion ne furent rouverts que par accident. Plus d'un siècle plus tard, quand des archivistes tombèrent sur des archives cachées sous la poussière du tribunal. Dans ces pages jaunies, dans l'encre froide des surveillants et officiels, son nom scintilla à nouveau. Marie, la cuisinière, l'esclave, l'empoisonneuse, celle qu'ils essayèrent d'effacer. Mais à ce moment-là, elle n'avait jamais vraiment disparu. Elle avait vécu pendant 100 ans dans les murmures, dans un silence plus fort que la loi, dans la peur qui ne quittait jamais les tables à manger de la Louisiane, parce que l'histoire appartient non aux vainqueurs comme ils disent, mais aux survivants qui se souviennent de ce que les vainqueurs essaient d'enterrer. Et la mémoire de Marie, enterrée, faite taire, tordue, survécue, non comme une page dans un manuel mais comme une arme portée en secret. Et maintenant ici dans vos oreilles, en cet instant même, son histoire s'est libérée à nouveau. L'arme la plus terrifiante n'est pas le fouet,
Ce n'est pas la chaîne, ce n'est même pas le fusil. L'arme la plus terrifiante est la capacité d'effacer. Comprenez ceci. Chaque empire survit non parce qu'il est fort, mais parce qu'il vous convainc que la résistance n'a jamais eu lieu, que la rébellion est impossible, que l'histoire n'est rien d'autre que leurs victoires écrites dans la pierre. Le fouet est temporaire, la potence est temporaire, mais l'effacement est éternel. C'est pourquoi le nom de Marie fut scellé. Pourquoi son histoire fut effacée de la mémoire de la Louisiane? Parce qu'une femme avec des chaînes aux poignets avait montré que les maîtres pouvaient tomber. Et si les gens savaient cela, vraiment savaient cela, l'illusion de contrôle s'effondrerait. Pensez-y, le système des plantations n'était pas construit seulement sur le coton. Il était construit sur la psychologie, sur des rituels conçus pour convaincre à la fois maîtres et esclaves que l'ordre des choses était fixe, divin, incassable. Le pavillon de Duval n'était pas seulement de la cruauté, c'était du théâtre, la punition comme divertissement, la souffrance comme leçon. Chaque coup de fouet était un sermon, chaque hurlement un hymne, chaque festin un sacrement au faux dieu de l'ordre. Ce n'était pas seulement briser des corps, c'était façonner des esprits. Mais quand Marie empoisonna ce souper, elle inversa le rituel. Le festin censé afficher le pouvoir affichait au lieu la faiblesse. Le pavillon qui avait été une scène de terreur devint un cimetière des puissants. En une nuit, elle démantela des décennies d'ingénierie psychologique, et c'est pourquoi il ne pouvait me permettre que son histoire reste. Que se passe-t-il quand les opprimés apprennent que l'oppresseur est mortel? Que se passe-t-il quand la machine de la peur est exposée comme fragile? C'est le cauchemar de chaque système construit sur la domination. C'est pourquoi les empires enterrent les rebelles non seulement dans la terre, mais dans le silence. Ils tuent 2 fois, d'abord le corps, puis la mémoire. Mais voici le paradoxe qu'ils ne résolvent jamais. La connaissance interdite est plus puissante que la vérité sanctionnée. Une histoire murmurée en secret porte plus de poids que celle criée des chairs. Une rumeur de rébellion se répand plus vite que des décrets de loyauté. Ils scellèrent les archives de Marie dans un sous-sol de tribunal, mais dans les cabanes au feu de camp, les mères disaient à leurs enfants « N'oubliez pas, les maîtres peuvent tomber ». Une femme les a fait tomber, et ce murmure portait plus de pouvoir que n'importe quelle loi écrite à bâton rouge. Vous devez voir le motif. Chaque institution de contrôle, que ce soit plantation, gouvernement ou empire, survit en contrôlant le récit. Ils décident qui est souvenu et qui est effacé, dont les noms sont gravés dans le marbre, et dont sont laissés à pourrir dans la poussière. Ils construisent des monuments à eux-mêmes, tout en enterrant les os de ceux qui les ont défiés. Ils publient des mensonges dans les journaux, tout en verrouillant la vérité dans des sous-sols. Et si vous croyez seulement le marbre, seulement l'encre, alors vous êtes encore sous leur emprise. Mais si vous écoutez les murmures, si vous cherchez les fichiers enterrés, les archives scellées, les histoires interdites, alors vous commencez à voir les fissures. Vous commencez à comprendre que le pouvoir n'est pas divin. Il n'est pas permanent. Il est fragile. Il est empoisonné de l'intérieur. C'est pourquoi vous entendez cela maintenant. Parce que l'histoire de Marie n'est pas seulement de l'histoire, c'est une révélation. Elle révèle comment le contrôle est fabriqué. Elle révèle comment la vérité est enterrée. Elle révèle comment le silence peut être armé. Et une fois que vous voyez cela, vous ne pouvez plus le dévoir. Vous commencez à remarquer comment les institutions modernes font de même. Comment les scandales disparaissent des titres du jour au lendemain. Comment les fichiers s'évaporent. Comment la dissidence est étiquetée folie. Comment les lanceurs d'alerte sont réduits au silence, non avec des fouets, mais avec le ridicule. L'exil, l'effacement. Des outils différents, la même machinerie. La plantation n'est jamais vraiment morte. Elle a simplement changé de vêtements. Et maintenant, la question vous revient. Croirez-vous le marbre et l'encre? Ou écouterez-vous les murmures? Accepterez-vous l'histoire écrite pour vous? Ou descendrez-vous plus profondément dans l'interdit, où vivent les vérités dangereuses? Pensez soigneusement à ce qui s'est passé à Bellefontaine. 15 des hommes et femmes les plus puissants de la Louisiane se réunirent pour se célébrer, pour festoyer sur une richesse taillée dans des dos humains, pour assister au corps d'un enfant brisé comme preuve de leur ordre. Ils se croyaient éternels. Ils croyaient que la peur elle-même était à eux pour commander. Et en une nuit, ils étaient tous partis, pas par la guerre, pas par des armées, pas par la politique, par un souper, par une femme qu'ils n'avaient jamais pensé capable de détenir le pouvoir. C'est la révélation. Les puissants ne sont pas détruits seulement par des canons ou des révolutions. Ils sont détruits par les fissures qu'ils refusent de voir, par les serviteurs qu'ils négligent, par les vérités qu'ils enterrent. Ils sont défaits non par des cris mais par un silence aiguisé en l'âme. Marie n'a pas hurlé. Elle n'a pas annoncé la rébellion. Elle a simplement agi et l'empire est tombé autour d'elle. C'est une prophétie parce que la même arrogance vit dans chaque institution aujourd'hui. Regardez les leaders qui s'assoient à de longues tables levant des verres à leur ordre, leurs progrès, leurs accomplissements. Regardez les salles de conseil, les parlements, les sommets.
Des hommes en costume sur mesure se félicitant tandis qu'ils ignorent la souffrance qui finance leur banquet. Ils se croient intouchables, éternels. Ils croient que la peur est encore à eux pour commander, mais les fissures sont toujours là. Derrière chaque rideau de pouvoir se cache quelqu'un qu'ils pensent invisible, quelqu'un forcé au silence, quelqu'un sous-estimé, quelqu'un portant une connaissance interdite, un travailleur avec accès aux fichiers, un serviteur dans la pièce où les secrets sont murmurés, une voix qui refuse de s'incliner même enchaînée. Ce sont les maris de chaque âge. Et quand le moment vient, ce n'est jamais un rugissement. C'est toujours un murmure, une graine plantée en silence qui renverse le banquet des rois. Comprenez le danger de cette connaissance. Une fois que vous voyez la machinerie, vous ne pouvez plus la dévoir. Une fois que vous savez que la peur est fabriquée, que le pouvoir est fragile, que le silence peut être armé, vous n'êtes plus obéissant. Vous n'êtes plus le public dans leur pavillon. Vous êtes en dehors du script. C'est pourquoi ils enterrent des histoires comme celle de Marie. Parce que si des hommes comme vous connaissaient la vérité, si vous la portiez dans vos os, leur système entier tremblerait. Et c'est pourquoi vous ressentez de l'inquiétude maintenant. Non parce que vous entendez une histoire de fantôme, mais parce que vous entendez un miroir. Marie n'est pas enterrée dans le comté de Vermilion. Elle est ici dans chaque fichier scellé, dans chaque sifflet réduit au silence, dans chaque histoire effacée de vos livres d'histoire. Son souper n'était pas seulement une faim, c'était un avertissement que peu importe à quel point les lustres brûlent haut, peu importe à quel point la musique joue fort, peu importe à quel point les maîtres deviennent confiants, le pouvoir peut encore s'étouffer sur son propre festin. Alors demandez-vous, à quel banquet êtes-vous assis maintenant? Quelles institutions lèvent des verres à elles-mêmes, tout en cachant les hurlements qui financent leur empire? Quel festin servez-vous silencieusement? Et combien de temps jusqu'à ce que quelqu'un quelque part décide que le silence n'est plus assez? La vérité est dangereuse parce qu'elle est prophétie, et la prophétie trouve toujours accomplissement. Les lustres de Bellefontaine sont tombés depuis longtemps. Le pavillon est parti. Les champs de coton gisent tranquilles. Les os des asservis cachés sous leur sol. Le nom du colonel Étienne Duval a pourri en poussière, et les hommes qui régnaient autrefois sur la Louisiane avec des bagues à leurs doigts ne sont souvenus que dans des notes de bas de page, si tant est. Mais Marie, bien qu'ils aient essayé de l'enterrer, reste non comme une statue, non comme une plaque, non comme un chapitre dans les livres d'histoire. Non, elle vit dans quelque chose de bien plus dangereux. La mémoire murmurée, la connaissance interdite. Le genre d'histoire qui n'est pas enseignée mais portée comme de la contrebande, transmise parce qu'elle contient un secret trop aiguisé pour être oublié, que le pouvoir saigne, que la peur est fragile, que le silence peut tuer des rois. Vous êtes ici maintenant à écouter cela parce qu'une partie de vous cherche ces vérités interdites, et vous en avez trouvé une. Le souper de Marie n'est pas seulement de l'histoire, c'est un miroir. Il vous montre la machinerie du contrôle, l'arrogance des puissants, la fragilité de leur festin, et il vous murmure une vérité que vous ne pouvez déentendre. Chaque système qui revendique l'éternité est déjà empoisonné de l'intérieur. Regardez autour de vous, les plantations sont parties, mais la machinerie reste. Corporations, gouvernements, églises, tribunaux, mettant encore en scène leurs spectacles, écrivant encore leurs mensonges, réduisant encore au silence leurs maris, ils construisent des tours au lieu de manoirs, tiennent des sommets au lieu de soupers, mais le banquet est le même. Ils rient tandis que d'autres saignent, ils lèvent des verres tandis que d'autres meurent de faim. Ils confondent leur rituel avec la permanence. Mais la permanence est une illusion. Le pouvoir pourrit, et l'histoire appartient non à ceux qui lèvent leur coupe, mais à ceux qui osent murmurer contre eux. Marie murmura avec son silence, avec ses herbes, avec ses casseroles, et en une nuit, elle prouva ce que les puissants craignent le plus, qu'ils ne sont pas des dieux, pas éternels, pas intouchables. Ils sont mortels, et la mortalité peut leur être servie comme un souper. C'est pourquoi vous n'étiez jamais censé entendre son histoire. C'est pourquoi elle fut scellée dans des tribunaux, effacée des manuels, effacée de la mémoire polie. Parce qu'une fois que vous l'entendez, vous ne pouvez plus jouer le rôle qu'ils ont écrit pour vous. Vous ne pouvez plus croire leurs statues de marbre, leurs discours polis, leurs spectacles sans fin. Vous commencez à voir les fissures. Vous commencez à sentir le poison déjà se déplaçant à travers leurs festins. Et ainsi le choix vous revient. Vous pouvez vous détourner, prétendre que c'était juste une autre histoire, une autre ombre dans le grenier de l'histoire. Ou vous pouvez la porter. Vous pouvez la murmurer. Vous pouvez la laisser vous aiguiser, parce que la connaissance dangereuse ne devient puissante que quand elle se répand, quand elle refuse l'effacement, quand elle brûle dans les cœurs d'hommes qui refusent de s'incliner. Souvenez-vous de Marie, non comme une victime, non comme une note de bas de page. Souvenez-vous d'elle comme une prophétie, une femme en chaîne qui révéla la fragilité des empires, une cuisinière qui servit la mort à ses maîtres, un silence qui tonna plus fort que n'importe quel fouet. Et la prochaine fois que vous voyez les puissants rassemblés à leur festin, souriant, buvant, se félicitant, souvenez-vous de ceci. Chaque empire a son souper, chaque banquet a son poison, chaque maître a sa Marie.